Le cinquième dossier aborde la question fleuve de l'hépatogastroentérologie, encore une hémorragie digestive, vous allez me dire, et en effet encore, puisque vous noterez que au cours des trois confs de gastroentérologie que vous avez eu au cours des confs Raphaël, vous avez eu à chaque fois une hémorragie digestive ou une réflexion sur l'hémorragie digestive ou l'anémie d'origine digestive. Mais là, ce dossier est un peu particulier. Un peu particulier d'abord parce que il touche un sujet qui est en bonne santé. C'est un professeur de gym, il a 26 ans, c'est un rugbyman de haut niveau. Et en réalité, il ne vous consulte pas parce qu'il saigne, mais parce qu'il vous dit j'ai une diarrhée. Cette diarrhée, elle évolue depuis 2 jours, dans un contexte de fatigue croissante, de sensations vertigineuses, en position debout. Ces symptômes ont été précédés par des vomissements alimentaires violents que le patient relie à quelques excès de table. On a compris. Il joue au rugby, une troisième mi-temps un peu animée, il mange, il boit un peu trop, il se met à vomir la rage, et depuis, il a des diarrhées avec une asthénie croissante et des sensations vertigineuses en position debout qui évoquent une hypotension orthostatique. Cet homme sans antécédent hormis une appendicectomie dans l'enfance ne prend aucun médicament et il vous dit je suis très inquiet par la couleur noire des selles qui surviennent pas si fréquemment que ça, 2 à 4 fois par 24 heures. Ça s'appelle un méléna. Et en réalité, j'attire votre attention sur le fait que fréquemment, les patients qui présentent des mélénas ne vous disent pas je vois des selles noires, ils vous le disent dans un deuxième temps. Ce qui les gêne, c'est la diarrhée. On note une pâleur cutanéo-conjonctivale, un pouls à 115, qui est rapide pour un type qui court le 100 mètres en moins de 9 secondes, une TA à 9,6 et la présence d'un méléna franc au toucher rectal. Il s'agit d'une hémorragie digestive extériorisée sous la forme d'un méléna, avec répercussion hémodynamique, avec probable déglobulisation chez un homme jeune qui a suivi des vomissements violents. Quel diagnostic évoquez-vous? Eh bien, j'évoque une hémorragie digestive active, d'extériorisation basse sous la forme d'un méléna, d'origine haute probable en première intention, sans pouvoir éliminer une cause digestive colique ou grélique, avec répercussion hémodynamique et déglobulisation probable. Je vous rappelle que systématiquement, la conduite à tenir devant une hémorragie digestive est la suivante. Soit vous avez une extériorisation sous la forme d'une hématémèse, c'est-à-dire du sang par la bouche. À partir de là, vous vous posez la question, est-ce qu'il existe des signes d'hypertension portale ou est-ce qu'il n'y a pas de signes d'hypertension portale? Il n'y a pas de signes d'hypertension portale, la réponse est là, c'est une rupture. Pardon, il y a des signes d'hypertension portale, la réponse est là, c'est une rupture de varices œsophagienne. Il n'y a pas d'hypertension portale, la réponse est là, c'est un ulcère. Deuxième façon de saigner, vous avez des rectorragies. Des rectorragies avec un choc. Si vous avez des rectorragies avec un choc, la conduite à tenir est la même que dans une hématémèse. Hémorragie, choc, l'intestin s'est transformé en tuyau d'aspirateur, vous avez du sang à la sortie, il y a un choc, il faut réfléchir comme une hématémèse, c'est-à-dire il y a de l'HTP, il n'y a pas d'HTP, c'est une RVO, c'est un ulcère, et dans tous les cas, on fera une FOGD dès que le patient sera stable et après vidange gastrique. Deuxième méthode, c'est une rectorragie, mais il n'y a pas de choc. Choc négatif. À ce moment-là, les causes, elles viennent de là, c'est-à-dire depuis l'angle gauche jusqu'au rectum. Ce sont des rectorragies. Il faudra rechercher une tumeur du côlon, une diverticulose, une angiodysplasie, une colite aiguë hémorragique. Enfin, dernière façon de saigner, c'est le méléna. Le méléna, ça attire vers principalement une cause digestive haute en premier, c'est-à-dire une maladie ulcéreuse ou autre, et donc en premier, on fera une FOGD. Si c'est négatif, la deuxième cause est colique, donc on fera une colo. Et si c'est négatif, la troisième cause est entérale, et il faudra faire un entéro-TDM pour rechercher une cause extrinsèque et une capsule pour rechercher une cause endoluminale. Mais la conduite à tenir
est assez stéréotypée. Et devant une hémorragie digestive active d'extériorisation basse sur la méléna, l'origine est probablement haute, ce d'autant qu'il y a des répercussions hémodynamiques et une déglobulisation probable. Quelle prise en charge thérapeutique immédiate proposez-vous? La prise en charge thérapeutique immédiate d'une hémorragie digestive est là aussi extrêmement stéréotypée. On l'a déjà vu dans les autres confs, ou vous le verrez dans les autres confs, c'est une hospitalisation, un repos au lit strict pour éviter les chutes par hypotension orthostatique. C'est une urgence digestive, donc à jeun strict. Surveillance par scope, pouls, tension, plus oxymétrie de pouls, plus diurèse horaire. Perdre du sang, c'est perdre des transporteurs d'oxygène, donc oxygénothérapie par voie nasale, puis adaptée au bilan des gaz du sang. Perte du sang, c'est perte de la volémie, donc équilibration hémodynamique par macromolécules, et éventuellement, en cas de signe d'intolérance, d'hémorragie active, de déglobulisation sévère, par sang isogroupe isorésis. Enfin, perte du sang, c'est perdre du sérum, donc rééquilibration hydroélectrolytique par du G5, puis adapté au bilan entrée-sortie. Ensuite, il faut obtenir une vidange de l'estomac. La vidange gastrique ne doit plus s'obtenir ni par le lavage, ni par la sonde nasogastrique mal tolérée, mais on doit proposer de l'érythromycine 250 mg en bolus IV, une demi-heure à peu près avant l'endoscopie diagnostique et thérapeutique. On commence systématiquement un traitement par IPP-IV, type oméprazole 10 mg/h au pouce seringue, quelle que soit la cause présumée, puisque grâce à l'obtention du clou plaquettaire, on va obtenir un arrêt du saignement. Enfin, l'anesthésiste, le chirurgien sont avertis et on appelle l'endoscopiste de garde pour réaliser la fibroscopie diagnostique et thérapeutique nécessaire lors de la prise en charge de ce patient. Comment ferez-vous la preuve de votre diagnostic? La question est là aussi super classique. D'accord, c'est une fibroscopie œsogastro-duodénale, mais ça ne fait pas la différence. Ce qui est important, c'est de dire qu'elle est diagnostique et thérapeutique, c'est-à-dire qu'on déplace l'endoscopiste pour les deux choses. Elle est faite en urgence, d'accord, mais chez un patient hémodynamiquement stabilisé et après évacuation gastrique par érythromycine. Le patient est prévenu, éventuellement prémédiqué, et l'examen est réalisé en urgence. Voici tous les mots-clés qui doivent apparaître dans cette question. Et vous avez bien compris que, quelle que soit la cause, ces questions sont toujours les mêmes. C'est extrêmement stéréotypé. Vous devez savoir répondre de façon par cœur à ce type de choses si ça tombe à l'EC. Les étiologies des hémorragies digestives hautes, eh bien vous voyez qu'en 1, vous avez l'ulcère, en 2, c'est les varices œsophagiennes, en 3, c'est le malorivice, puis l'œsophagite, les gastrites et autres. Donc c'est pour ça que ce sont ces deux causes qu'on évoque toujours en priorité. Au terme de votre prise en charge immédiate, vous retenez le diagnostic et on va vous demander de réfléchir à 3 hypothèses différentes. Il s'agit d'un syndrome de malorivice hémorragique. Définissez ce terme et quel est votre traitement étiologique. Le malorivice est une déchirure muqueuse du cardia longitudinale provoquée par une hyperpression abdominale violente, le plus souvent des vomissements, mais quelquefois c'est des boissons gazeuses, etc. Le traitement est un traitement médical exclusif qui relève souvent de la surveillance simple et des IPP et de l'éducation du patient, lui expliquer qu'il ne faut pas qu'il vomisse ou traiter les vomisseurs chroniques. Quelquefois, on a besoin d'une hémostase endoscopique, indiquée uniquement en cas de saignement actif. C'est efficace et le recours à la chirurgie est exceptionnel dans le malorivice. Deuxième possibilité, c'est un ulcère duodénal, Helicobacter pylori positif, activement hémorragique au cours de l'examen. Alors là, il y a eu un petit gag sur les diapositives, mais ce n'est pas très grave. Ici, ce sont des clichés qui vous montrent des malorivices. Vous voyez ici une petite hernie hiatale avec le malorivice, ici la grosse déchirure où on voit quasiment les fibres musculaires lisses, ici une autre, et ici un malorivice qui saigne en rétrovision.
Et ça peut saigner de façon extrêmement importante. Hein. Citer les principales. Donc, on revient, excusez-moi, si vous le voulez, on va refaire un petit retour. L'hypothèse 2, il s'agit d'un ulcère duodénal Helicobacter pylori activement hémorragique au cours de l'examen. Citer les principales mesures hémostatiques spécifiques proposables, quelles sont leurs indications. Dans un ulcère hémorragique, les traitements endoscopiques sont les traitements hémostatiques que l'on privilégie. Seul l'échec d'une, voire deux tentatives de traitement endoscopique va conduire à la réalisation d'un acte chirurgical. Quels sont ces traitements endoscopiques? D'abord, la sclérose à l'adrénaline, parce que la sclérose à l'adrénaline va permettre d'arrêter le saignement par vasoconstriction artériolaire. L'adrénaline, c'est un bon produit pour les vaisseaux artériels, ça ne marche pas dans les veines, donc on n'utilise pas ça dans les varices œsophagiennes. La deuxième possibilité, c'est la fulguration artérielle, c'est-à-dire la destruction artérielle, par du laser ou du plasma argon. Enfin, la troisième possibilité, c'est la pose d'un clip hémostatique sur l'artère. Il faut savoir que très fréquemment, on utilise deux méthodes associées. Très fréquemment, on commence par une sclérose adrénaline de façon à arrêter le saignement G important, mieux voir la zone opératoire, et ensuite détruire l'artère, soit par plasma argon, soit par la pose d'un clip. Quand va-t-on faire un traitement endoscopique? Eh bien, on va le faire grâce à la stadification de Forest, et j'attire votre attention sur le fait que les Forest 1 et les Forest 2 vont être des indications à un traitement hémostatique endoscopique. Dans les Forest 1, vous avez un saignement actif, donc il n'y a pas de problème, ça saigne, on arrête au cours de l'endoscopie diagnostique l'hémorragie. Mais dans les Forest 2, il y a des signes de risque hémorragique sous la forme de caillots adhérents ou de vaisseaux visibles, et le fait qu'il y ait ces lésions visibles augmente le risque de récidive hémorragique et doivent être traités au cours de l'endoscopie diagnostique. Seuls les Forest 3 et 2C ne relèvent pas d'un traitement hémostatique au cours de l'endoscopie diagnostique. Il faut savoir que le fait que l'endoscopie diagnostique soit devenue au fil des années des endoscopies thérapeutiques a diminué de façon très nette tant la mortalité des hémorragies digestives ulcéreuses que leur morbidité, puisque ça ne conduit plus les patients systématiquement ou moins systématiquement à une chirurgie. Quel est le traitement spécifique? Eh bien, le traitement spécifique, ça sera le traitement de la maladie ulcéreuse. Et le traitement d'une maladie ulcéreuse du sujet jeune ne prenant pas d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, eh bien là, c'était un peu le piège, c'est de dire que c'est un traitement d'éradication classique sur 7 jours. Ce traitement d'éradication classique sur 7 jours, c'est de l'oméprazole, 20 mg matin et soir, plus de l'amoxicilline, 1 g matin et soir, plus de la clarithromycine, 500 mg matin et soir, pour une durée de 7 jours, en disant qu'en cas d'allergie à l'amoxicilline, on le remplace par du métronidazole, 500 mg x 2, pendant 7 jours. Attention, ce traitement d'éradication de l'Helicobacter pylori est un traitement suffisant pour être curateur de l'ulcère dans un ulcère duodénal non compliqué. Dans un ulcère duodénal compliqué ou dans un ulcère gastrique, il faut poursuivre les IPP simple dose, c'est-à-dire 20 mg d'oméprazole, pendant encore 4 à 6 semaines, compte tenu du caractère hémorragique de la lésion. Bien évidemment, à ce traitement d'éradication, vous rajouterez des mesures d'hygiène habituelles, arrêt du tabac, éviter l'alcool, repas à heure fixe, pour éviter et permettre une cicatrisation plus rapide. Comment entrevoyez-vous la surveillance? Eh bien, la surveillance, bien évidemment, ça sera une surveillance de la maladie clinique, douleur, signe anémique, biologique, NFS, ferritinémie. Et puis, surtout, ça va être un contrôle de la cicatrisation qui sera faite par FOGD à 6 semaines, car il s'agit d'un ulcère compliqué, et un contrôle de l'éradication par biopsie antrale et fundique au cours de la FOGD, avec une recherche d'Helicobacter pylori.
Je vous rappelle que dans un ulcère duodénal non hémorragique HP+, la FOGD n'est pas obligatoire, mais ici, comme c'est hémorragique, on le fait. En quoi cette surveillance aurait différé si le siège ulcéreux avait été gastrique ou s'il s'était agi d'un ulcère bulbaire non compliqué? Eh bien, dans le cas numéro 1, il n'y aurait pas eu de modification. Dans les ulcères gastriques, c'est comme un ulcère compliqué, on fait une fibroscopie et des biopsies à la recherche d'Helicobacter pylori. Dans le cas numéro 2, la surveillance aurait été identique, sauf qu'il n'y a pas de contrôle de cicatrisation, donc pas de FOGD de contrôle, et par contre, on vérifie l'éradication de l'Helicobacter pylori par un test respiratoire qui est réalisé 1 mois après la fin du traitement. C'est important de se rappeler le mois après et le test respiratoire et le contrôle de l'éradication systématique. Dernière hypothèse, le saignement survient, alors là sur une maladie extrêmement rare, qui est un lymphome gastrique, MALT diffus de l'antre, Helicobacter pylori positif. Pourquoi je parle ici du lymphome de MALT? Bien, simplement pour que vous en ayez entendu parler une fois, quelque part. Je vous rappelle que l'Helicobacter pylori est la cause, dans 90% des ulcères duodénaux, dans 70% des ulcères gastriques, et que les autres causes, ce sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Je vous rappelle que l'Helicobacter pylori est la principale cause des gastrites lymphoplasmocytaires, des gastrites atrophiques et de certaines gastrites hypertrophiques. Enfin, vous le savez, l'Helicobacter pylori est un cocarcinogène de rang 1 pour le cancer, l'adénocarcinome gastrique. Il est également pourvoyeur d'une autre maladie néoplasique de l'estomac qu'on appelle le lymphome MALT. MALT, c'est un acronyme qui veut dire mucosal associated lymphoma tissu. Pourquoi? Bien parce que l'Helicobacter pylori entraîne une gastrite lymphoplasmocytaire. Ce sont des lymphocytes B, et certains de ces lymphocytes B inflammatoires, virulents, deviennent monoclonaux et forment une tumeur associée à la muqueuse qu'on appelle le MALT. L'intérêt de connaître ce MALT, c'est que quand vous découvrez un MALT, bien évidemment, l'aspect endoscopique est quelquefois extrêmement banal, ça ressemble à une gastrite, un petit ulcère, mais le bilan ne va pas s'arrêter là. D'abord, il faut faire des biopsies complètes avec ce qu'on appelle un mapping de l'estomac pour savoir jusqu'où s'étend cette maladie. Deuxièmement, comme dans toute tumeur de l'estomac, on va faire une endosonographie pour évaluer la profondeur de l'invasion et avoir une classification TN avec l'atteinte des ganglions. L'examen physique complet à la recherche de ganglions, d'une grosse rate, et bien évidemment LDH, bêta-2 microglobuline, immunoélectrophorèse sérique, fonction rénale et hépatique. Le problème du MALT, c'est qu'il peut s'étendre au-delà de l'estomac et qu'il est classique de demander une coloscopie avec iléoscopie, un entéroscanner, voire une capsule, à la recherche d'autres lésions qui peuvent être multifocales dans 10 à 15% des cas. Et quand vous êtes face à un lymphome où il y a des ganglions, où il y a des éléments en faveur d'une extension, il faudra rechercher une atteinte de MALT au niveau ORL, il faudra rechercher des signes de lymphome au niveau de la moelle, donc faire une biopsie médulaire, et bien évidemment faire un bilan complet avec un scanner thoraco-abdominopelvien. Alors me direz-vous, oh, lymphome de MALT, est-ce que c'est au programme, est-ce que c'est pas au programme? J'ai envie de dire, peu m'importe. Lymphome, c'est dans les hémopathies. Helicobacter pylori, c'est dans le programme. Donc MALT est fatalement au programme. Et qu'est-ce que vous avez à dire ici? Ben, vous savez tout. C'est une tumeur, on fait une fibroscopie avec des biopsies pour avoir l'histologie. C'est une tumeur, on fait une extension par endosonographie TN. On fait un bilan biologique complet, on recherche une autre atteinte intestinale puisque c'est uniquement lié aux muqueuses, donc iléocoloscopie entéroscanner. Tout ça est d'une logique parfaite. Enfin, s'il s'agit d'un stade évolué avec une atteinte ganglionnaire, on recherche une atteinte, on va dire, extradigestive sous la forme d'une atteinte ORL, une deuxième atteinte extradigestive sous la forme d'une atteinte médulaire avec la ponction biopsie de moelle, et il faudra demander un scanner thoraco-abdominopelvien pour rechercher des lésions à distance et ailleurs. Une fois ce bilan fait,
quel est le traitement de première intention que vous proposez. Et là, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Ce que l'on va proposer, c'est un traitement éradicateur par une thérapie standard, à savoir amoxicilline, clarithromycine, oméprazole pendant 7 jours. Pourquoi ? Parce que l'éradication d'Helicobacter pylori est le traitement actif dans le malt dans presque 80% des cas. Et il faut s'acharner à tuer l'Helicobacter pylori parce que l'éradication permet le plus souvent de guérir un lymphome de Malte gastrique pur. Il n'y a que dans les formes étendues ou dans les formes résistantes au traitement éradicateur, c'est-à-dire qu'après un traitement éradicateur, voire plusieurs traitements éradicateurs bien faits et pour lesquels on a prouvé l'éradication des Helicobacter pylori par toutes les méthodes possibles, eh bien, s'il y a encore des lymphocytes, à ce moment-là, on le traite comme un lymphome, c'est-à-dire avec de la chimiothérapie, avec des antilymphocytaires, avec éventuellement, plus rarement, de la radiothérapie ou très rarement une chirurgie. Donc, voilà ce dossier, voilà les items abordés dans ce dossier, et c'est effectivement la dernière hémorragie digestive que nous voyons ensemble. Donc, cette conférence, vous avez vu des dossiers qui sont hautement tombables, des dossiers qui nous permettent de faire des rappels complets en gastroentérologie. Je voulais simplement attirer votre attention avant que l'on se quitte sur le dossier de cancérologie, parce qu'il y a eu un petit gag. Je vous ai dit que l'hémoculte devait se faire entre 50 et 72 ans, mais non, c'est bien entre 50 et 74, comme c'était noté sur la diapositive. C'est vérifié, donc pas d'erreur. Je vous remercie, travaillez bien, et j'espère que nous nous reverrons sur l'antenne des Confrafel. Au revoir.